Dans cette évolution, disons, d'une anthropologie du développement stricto sensu, c'est-à-dire des actions de développement, des interventions de développement, vers une anthropologie où État, développement, autres modes de gouvernance sont mêlés, anthropologie de l'ingénierie sociale si on veut, il y a eu le même déplacement qu'on a fait au Niger, s'est produit dans la PAD. Et donc là aussi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Beaucoup d'autres chercheurs que nous, plus ou moins dans le réseau APAD, ont été amenés à élargir leur point de vue et à sortir d'une analyse stricto sensu de ce qui relève des institutions de développement à une analyse plus large de l'imbrication entre l'ensemble des intervenants sur le terrain. Ce que moi d'ailleurs j'appelle dans le dernier bouquin les modes de gouvernance. Donc c'est cette évolution-là, la PAD d'ailleurs a fait d'ailleurs 2 numéros sur la fabrique des politiques publiques dans la revue Anthropologie et Développement qui était l'ancien bulletin de la PAD. Donc il a exactement suivi la même ligne. Philippe Lavigne-Delville, qui est maintenant le président de la PAD depuis quelques années, a également beaucoup écrit sur les politiques publiques, les interventions. Il a fait exactement le même trajet que nous, d'ailleurs il est lié au LASDEL. Donc on a tous, chacun de son côté, mais finalement d'une façon un peu réticulaire, pour aboutir au même résultat. Et on voit maintenant les thèses de beaucoup d'étudiants portent sur ça. S'il y a une chose qui fait qu'on n'a pas travaillé pour rien, c'est de voir maintenant le grand nombre de thèses qui se font, d'ailleurs aussi bien en sciences politiques qu'en anthropologie. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les anthropologues prennent des thèmes qui avant étaient plutôt des thèmes de sciences politiques, mais inversement, les étudiants de sciences politiques font du terrain, ce qu'ils ne faisaient pas avant, ce que ne faisaient pas les politologues, les politistes d'avant, et font du terrain souvent aussi bon, si ce n'est meilleur, que ceux des anthropologues. Donc on arrive à un brassage. D'ailleurs, il y avait un numéro d'anniversaire de la revue politique africaine qui vient de paraître, où j'ai fait un article sur sciences politiques et anthropologie, un échange gagnant-gagnant. On pique vos thèmes, vous piquez nos méthodes, et tant mieux, parce que aucun intérêt de garder des frontières disciplinaires absurdes. L'essentiel, c'est ce que font les gens pour de vrai. Et d'ailleurs, il y a aussi un dernier numéro de la revue APAD, du bulletin Anthropologie qui va paraître pour le 30e, exactement comme l'anniversaire de politique africaine. Il y a au fond l'anniversaire de l'APAD, donc dans la revue Anthropologie, qui sont 2 associations qui ont évolué un peu en parallèle, chacun un peu de son côté, chacun avec des différences mais aussi des convergences. Et bon voilà, donc c'est intéressant de voir aussi ce dernier numéro d'Anthropologie et Développement qui va paraître, qui est sous presse, et qui montre un peu cet itinéraire de l'APAD. On est plusieurs intervenus dans ce numéro pour faire cette histoire de l'APAD depuis 30 ans, qui, moi, recoupe beaucoup mon histoire personnelle aussi pendant la même période. Et alors, à la fin de ce parcours, je ne dis pas que c'est la fin de tout parcours, mais au moins la fin de ce parcours-là, c'est le 3e ouvrage qui est sorti cette année, et qui pour moi est peut-être... La revanche des contextes. La revanche des contextes, sous-titré « Des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà ». Oui, pour moi c'est peut-être le plus important parce que cette fois-ci, il est totalement à la fois théorique et empirique. Je vous ai dit que les 2 précédents, Anthropologie et Développement et la rigueur qualitative, étaient essentiellement théoriques, mais avec un fond empirique important, mais toujours latent, jamais apparaissant en tant que tel. Il est l'impensé du livre en quelque sorte, tandis que dans ce cas-là, on se retrouve avec un livre où, sans arrêt, il y a des chapitres empiriques et des chapitres théoriques qui dialoguent. Alors j'ai essayé une fusion des 2, qui finalement, je me suis rendu compte, pas si fréquente dans les ouvrages de sciences sociales, qui sont ou très monographiques, très empiriques, etc., et où le cadre théorique, en général, relativement prédéterminé, on fait du machin, où on ne se risque pas trop, où on prend des cadres déjà faits sur les trucs empiriques, ou alors des livres qui sont
très théorique, mais où on se perd un petit peu dans ce qu'est la vraie base empirique et on a du mal à évaluer dans quelle mesure les assertions sont fondées empiriquement ou pas. Donc là, j'ai essayé de vraiment dialoguer sans arrêt entre les deux. Alors, ça se voit d'ailleurs parce que les trois parties sont faites comme ça. Il y a une partie sur les modèles voyageurs. Bon, c'est quelque chose que j'ai aussi... Comme tous les concepts, je crois que j'utilise une bonne vingtaine de concepts importants dans ce livre, et dans tous, je fais la généalogie de ces 20 concepts, en disant comment chacun, je l'ai pris à un tel, je l'ai transformé. J'utilise épreuve, mais pas dans le sens de la sociologie pragmatique ou de Martuscelli. J'utilise, je ne sais plus quoi, modèle voyageur. Je l'ai piqué à Rothenberg, mais je le change un petit peu, etc., etc. Bon, il y a beaucoup comme ça, pour m'amuser un peu, mais aussi parce que je pense qu'il est bien de montrer d'où viennent les idées, qu'on les a pas comme ça en se réveillant un beau matin devant sa tasse de café, on les a par des lectures, parce qu'on dialogue avec d'autres lectures, autant montrer que, rendre en quelque sorte, rendre ceux qui vous ont inspiré leur dû. C'est ce que je dis toujours aux étudiants, pourquoi vous plagiez, vous grandissez quand vous citez au contraire les gens qui vous ont inspiré ou que vous avez lus. Donc il faut que nous-mêmes aussi on montre un peu l'exemple. Donc il y a ce dialogue permanent entre les deux. Au modèle voyageur, donc j'en fais une sorte d'analyse théorique. Qu'est-ce que c'est que des sortes d'interventions standardisées dans lesquelles on balance partout et qui fait qu'on retrouve les mêmes projets en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, les mêmes projets de l'UNICEF, les mêmes projets de la Banque mondiale, les mêmes projets de la GTZ, enfin, ça a changé de nom, les mêmes projets de l'Agence française de développement. On retrouve partout des projets à tous les niveaux, qu'un petit niveau, celui des protocoles de santé, comme à celui des grandes politiques publiques, etc. On retrouve partout. Alors, comment on les fabrique, ces modèles voyageurs, à partir de success stories quelque part dans le monde, et on pense que si ça a marché quelque part, c'est en vertu du mécanisme intrinsèque du modèle. On oublie que c'est souvent en raison du contexte dans lequel ce modèle a été élaboré. Et on veut l'appliquer partout parce qu'on pense qu'il a une efficacité intrinsèque, autrement dit indépendante des contextes. Mais non, c'est jamais indépendant des contextes. Voilà. Donc, modèle voyageur et chapitre théorique qui prend un peu toute l'analyse de ce que c'est que le processus de fabrique et puis après d'épreuve. La mise à l'épreuve, c'est-à-dire quand un modèle arrive sur le terrain, il est mis à l'épreuve au sens où c'est un défi, il va être transformé par le terrain. Et bien souvent, l'épreuve tourne à la revanche des contextes. Les contextes ayant été ignorés aboutissent à parfois des transformations ou des refus complets de ce qui arrive de l'extérieur. Donc voilà, ça c'est l'analyse théorique. Et après, la même chose, mais l'analyse empirique de ce que c'est que les modèles voyageurs. En l'occurrence, je prends justement celui des transferts monétaires, des cash transferts, et leur voyage depuis le Mexique jusqu'au Niger d'un côté, et au Congo de l'autre, parce que ce sont deux pays où nous avons fait des enquêtes empiriques. Et donc, on retrace un peu l'histoire de ce modèle voyageur précis et de leur arrivée dans les contextes finaux au Niger comme au Congo. Deuxième partie, les normes pratiques, qui sont aussi un des concepts importants. Moi, j'ai un peu emprunté à Bailey, justement, cet anthropologue issu de l'école de Manchester qui parlait il parlait de règles pragmatiques. Moi, je parle de normes pratiques. Mais pour, au fond, poser le problème des écarts. Quand les agents de l'État, c'est essentiellement centré sur les services publics, on pourrait le mettre ailleurs, quand les agents de l'État ne suivent pas les normes officielles, mais tous convergent dans des comportements différents des normes officielles. Ce n'est pas des comportements anarchiques, ce n'est pas des comportements idiosyncratiques, ce n'est pas des comportements criminels, ce n'est pas des comportements fous, c'est prévisible, ils font tous à peu près la même chose. C'est donc qu'ils suivent des sortes de régulations informelles. Ces régulations informelles, latentes, elles ne sont pas forcément verbalisées ni même pensées en tant que telles, mais elles existent. C'est ça ce que j'appelle les normes pratiques. Le meilleur exemple, c'est l'histoire de la conduite, le code de la route et la conduite. Partout, le code de la route est le même. On est d'accord? Donc les règles formelles sont partout les mêmes dans le monde, à part pour les Anglais avec la conduite à gauche. Mais sinon, c'est partout les mêmes. Pourtant, quand vous arrivez dans une ville inconnue et que vous ne connaissez pas les règles pratiques, vous allez être terrifié. Si vous arrivez au Niger, vous devez savoir que tout taxi déboîte à tout moment sans prévenir et qu'il va repartir dans la file de circulation sans prévenir, si vous ne tenez pas compte de ça. Vous devez savoir que le soir, 90% des vélos n'ont aucune lumière. Vous devez savoir que les règles de priorité sont interprétées en fonction de la grandeur des avenues. Autrement dit, vous êtes dans une grande avenue en latérite, il y a une petite avenue qui arrive, une petite rue qui arrive, il n'y a pas de panneau, rien, personne ne dira qu'il y aura priorité à droite.
Vous devez savoir ça, sinon vous aurez un accident. Si vous êtes en France, c'est différent. Vous n'avez pas forcément ça, mais on sait très bien aussi tous que quand on sait qu'il y a un radar quelque part, on va se mettre 200 mètres avant à 81 km/h, et dès qu'on a passé le radar, on appuie tous sur la... Ça, c'est une chose qui évidemment n'existe pas. Etc., etc. Au Vietnam, à Hanoï par exemple, tout le monde, il n'y a quasiment plus aucune règle qui est respectée, ni les sens uniques, ni les feux rouges, etc. Mais il n'y a pas plus d'accidents qu'ailleurs parce que tout le monde s'ajuste en permanence aux autres. Donc c'est un peu comme une foule à la sortie d'un stade, vous ne cognez pas aux autres. Sinon on se cognerait, on est tous en train d'évaluer pour ne pas se cogner aux autres supporters qui sortent du stade. C'est la même chose dans le conduite de Hanoï. Et chacun klaxonne d'autant plus fort qu'il a un plus gros véhicule. Bon, voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut savoir. Ça, c'est ça les normes pratiques. Elles ne sont pas enseignées. Vous êtes d'accord? Elles ne sont pas verbalisées. Il n'y a rien qui vous les apprenne dans un manuel. N'empêche que ça marche comme si c'était comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on a beaucoup travaillé au Niger pour définir les normes pratiques. Alors, je fais une histoire du concept de normes pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que la science sociale on dit des régulations informelles. Il y en a un peu qui ont tourné autour du pot, qui ont dit un peu ça. La sociologie du travail avec Reynaud a dit un peu ça, machin. Crozier et Friedberg, ils ont dit un peu la chose. Bourdieu, il parle de l'habitus, mais enfin, on ne sait pas très bien ce qu'il y met. Donc il y a un peu une discussion théorique autour de qu'est-ce qu'on peut dire par les écarts aux normes formelles, etc. Et puis, il y a un chapitre totalement empirique sur les normes pratiques dans le système de santé au Niger. Et on arrive à la fin à définir une trentaine de normes pratiques suivies par les sages-femmes, qui toutes sont des écarts aux normes officielles, mais qui sont suivies, je ne dis pas respectées, parce que respecter, ça impliquerait que ce soit des prescriptions, qui sont de facto suivies par les sages-femmes. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est facile de prouver. On a fait beaucoup d'écoles professionnelles avec des sages-femmes, chaque fois. On a fait beaucoup, on en a fait 3. Chaque fois, moi, j'ai eu des sages-femmes. On leur raconte comment on travaille et tout. Et après, moi, à la fin, chaque fois, je leur disais, voilà les 20 normes pratiques qu'on a dégagées de recherche. Une à une. Est-ce que vous êtes d'accord que les choses se passent comme ça? Oui, oui, oui. Jamais de non, quoi. Parce que c'est là. Pourquoi jamais de non? Pas parce qu'on n'a rien trouvé d'extraordinaire, c'est simplement l'observation. Et les enquêtes. Mais au bout ça parce que ça se passe comme ça dans la quasi-totalité ou la très grande majorité des cas. Donc voilà ce qu'on appelle normes pratiques. Troisième chose, c'était les modes de gouvernance. C'est pour dire qu'il n'y a pas que le mode de gouvernance a aussi pris dans un sens toujours non normatif. Ça, c'est un incontournable, une vision non normative de la gouvernance, c'est toujours pluriel. Il n'y a pas la gouvernance bonne ou mauvaise. Il y a plusieurs modes de gouvernance, suivant que ce soit l'État, suivant que ce soit les institutions de développement, les ONG, les églises ou les religions. Chez nous, au Niger, c'est plutôt l'islam. Chez les associations, les marchands, les chefferies, etc. Donc, toujours une approche par la pluralité. Voilà, donc c'est ça. Et puis, je sais plus, après, encore un chapitre sur les logiques sociales. Je ne vais pas développer parce que sinon, on part tout. Puis sinon, plus personne ne lira le livre. Puis si je vous ai tout dit, c'est pas la peine. Il faut laisser un peu de place. Voilà. Donc vraiment, c'est un ouvrage qui essaye de faire dialoguer, de faire dialoguer les deux, mais qui reprend au fond tout ce qu'on a fait depuis 20 ans collectivement. Donc les données empiriques, ce n'est pas des données empiriques que moi j'ai recueillies seul, loin de là. Les 90%, ce n'est pas moi qui les ai recueillis, c'est l'ensemble de mes collègues dans les enquêtes collectives, que parfois j'ai coordonnées, parfois pas, mais qui ont abouti à ce matériau très robuste, je crois, et absolument non contestable de bonne foi, quoi, on peut dire vraiment. Donc n'importe quel Nigérien reconnaît ça. D'ailleurs, c'est la réaction qu'on a en général quand on fait les résultats. On restitue toujours nos résultats d'enquête au Niger. Hein. Donc tous ces résultats d'enquête empirique que j'utilise dans ce livre ont été restitués dans des débats et des conférences au Niger. Et chaque fois, personne ne peut se permettre de dire ça ne se passe pas comme ça, parce que tout le monde sait bien, mais c'est plutôt un soulagement. Enfin, on parle de ça. Enfin, on dit des choses comme ça. C'est-à-dire que nous plaçons des mots, là aussi, une fois de plus, nous plaçons des mots et nous plaçons des concepts sur des choses que les gens sentent confusément, mais quoi, ils ne s'autorisent pas à le dire. Parfois, ils ne s'autorisent même pas à le penser alors qu'ils le savent très vaguement. Et que là, ben non, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça peut s'appeler, se dire. Du coup, ça met quand même beaucoup plus les gens à l'aise, parce qu'ils peuvent réfléchir à partir de ça. Quand ça reste dans le semi-pensé, le semi-conscient, le refoulé, ou la blague que je dis le soir avec mes copains, mais que je ne vais jamais dire dans un discours officiel, on reste dans un demi-teinte qui ne permet pas de bien réfléchir à partir de ça. Donc là, au moment où on donne des outils pour, ben, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi ?
Voilà, un petit peu dans ce qui est sur toute cette question.